Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, a annoncé avoir pris acte de la décision d'un ancien collaborateur de Laurent Gbagbo et lui souhaite bon vent dans ses nouvelles orientations. Pour le parti, il s'agit avant tout d'un choix personnel qui mérite respect et considération. Cet épisode vient rappeler que la scène politique ivoirienne reste marquée par des repositionnements, des choix individuels et des stratégies collectives qui façonnent le PPACI et ses acteurs. Dans un contexte où les dynamiques politiques évoluent rapidement, cette décision suscite de nombreuses réactions. Suivons ensemble les différents avis et ce que cette annonce provoque avec nos invités. Like et abonne-toi pour ne rien manquer de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Alors, dans l'opinion, également professeur Banga, certains estiment que Awa Domelo s'engage dans une voie sans issue parce que, avant lui, Pascal Affi-N'Guessan, Mamadou Koulibaly et toutes celles et ceux qui ont quitté le mentor, la figure tutélaire de la gauche ivoirienne, finalement, n'ont pas eu gain de cause dans leur aventure politique. Est-ce que vous partagez l'avis de ceux-là? Oui, dans un court terme, c'est-à-dire sur les mois qui viennent, je ne vois pas trop comment Domelo réussit. Voilà. S'il se positionne, à condition, en revanche, de réussir quand même à rassembler, comme je l'ai dit, à créer une vraie force de gauche avec Simone Gbagbo, Blé Goudé, Pascal Affi-N'Guessan et lui-même, qui réussissent à obtenir un candidat avec des parrainages et qui fasse bloc autour de lui, ça peut être intéressant dans un court terme. Mais là, c'est difficile. Je ne vois pas comment Domelo va s'en sortir en dépit de tout ce qu'il peut avoir comme projet. Mais au-delà, moi, il y a 2 ou 3 choses que je remarque. La première chose, je demande à Domelo, mais pourquoi maintenant, pourquoi il est surpris? Mais il ne doit pas être surpris. Comme Guillaume l'a expliqué, 2014, déjà Affi-N'Guessan, ensuite Blé Goudé, ensuite Simone Gbagbo. Donc il doit savoir que c'est le traitement qu'on réserve à tous ceux qui sont là. Donc pour moi, il n'y a pas à être surpris. Je me demande même pourquoi il le fait si tard, si tant il est qu'il avait lancé cette question de précaution. Deuxième chose, moi je ne suis pas d'accord avec Guillaume, ni avec Domelo. Quand on dit que Gbagbo est pris en otage, non, il n'est pas pris en otage. Mais pourquoi on veut lui enlever sa responsabilité? Mais tout ça, c'est Gbagbo. Il n'est pas pris en otage. C'est lui le guide. C'est lui le leader. Hier, c'était Simone qui le manipulait. Aujourd'hui, c'est Nadi qui le manipule. Demain, ça sera Katina. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Les décisions qui sont prises sont les décisions de Laurent Gbagbo. Et moi, ce qui me désole, c'est que justement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment il peut lui-même voir. Parce que son héritage s'effritait de la sorte et ne pas réagir. Le problème que moi je pose aujourd'hui avec Laurent Gbagbo, ce n'est pas un problème de démocratie, parce que finalement, d'un point de vue de démocratie, au sein du parti, mais vous venez 1000 fois au vote, Gbagbo il gagne le vote, on peut passer, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, Katina l'a bien rappelé, la convention s'est prononcée, tout ça s'est prononcé. Mais il y a 2 problèmes que ça pose Laurent Gbagbo. Un, son fonctionnement. À quel moment Laurent Gbagbo prend conscience que je suis sur une voie inespérée? À quel moment il doit prendre conscience, lui, qu'en tant que leader, il y a des erreurs stratégiques, des fautes. À son niveau, ce n'est pas des erreurs, c'est des fautes stratégiques. Parce qu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo ne participe pas aux élections. Il dit que c'est une décision injuste qui a été prise. Il ne participe pas à quelle élection? Il n'est pas dans la liste électorale. Ah, d'accord, vous voulez dire pour l'instant, il n'est pas éligible. Il n'y sera pas de toute façon. Ça fait des années que je le dis. Bon, visiblement, vous en savez beaucoup. Non, mais ça fait des années que je dis ce qui se passe. Donc au bout d'un moment, on peut m'accorder un crédit. Tout simplement, parce que c'est injuste d'après la décision d'une justice ivoirienne. OK, il envoie l'affaire sur une justice africaine. Il perd encore l'affaire. Donc à quel moment il peut comprendre que l'argument juridique ne tient plus? Ensuite, deuxième chose, tu perds d'abord Affi-N'Guessan. Ensuite, tu perds Simone Gbagbo. Tu perds Charles Blé Goudé. Tu viens encore perdre Domelo. Mais à un moment, tu dois t'arrêter pour te dire ce que je suis en train de faire. Peut-être qu'en mon sein, je suis majoritaire, mais il y a un problème. Et malheureusement, par sa posture, par sa position, c'est lui qui a la solution au problème. Je le dis depuis qu'il est revenu en Côte d'Ivoire, c'est lui qui doit rassembler la gauche. C'est lui qui doit ouvrir le chemin. Je pense que le chemin qu'il prend aujourd'hui est un chemin sans issue parce que c'est le chemin du boycott. Sauf si, il y a une toute petite alternative. Les autres forces de gauche qui restent réussissent à s'organiser pour porter ce discours. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage pour quelqu'un comme Laurent Gbagbo qui saborde autant ce qu'il a lui-même construit. Et je le répète,
Il n'est pas pris en otage ni par Simone hier, ni par Nadi aujourd'hui. C'est lui le responsable, c'est lui le leader. Il faut lui laisser sa responsabilité. Docteur Derosimi, selon le professeur Banga, Adam Melo n'a pas de chance, visiblement, selon son développement, son argumentaire. Est-ce que vous partagez cet avis? Bon, c'est son avis, hein, voilà. Bon, il a dit tout à l'heure, par exemple, que Laurent Gbagbo n'y sera pas, que tout ce qu'il dit arrive. Bon. Je sais que sur le plateau, il a dit qu'il y a des putschistes qui seraient dégagés dans certains pays. Ils y sont jusqu'alors. Bref, alors je vais... dit ça. S'il vous plaît. Non, mais là, il dit tout faux. Oui, mais attendez qu'il finisse. C'est fini. Professeur Banga, mais attendez. c'est moi qui parle. Après, c'est faux. Mais c'est moi qui parle. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Professeur Banga, mais attendez, je vous donne la parole. Après, vous allez réagir. Il vous a interpellé, je vous donnerai la parole pour réagir. Ne vous inquiétez pas. Laissez-moi faire la police sur ce plateau. Allez-y, docteur Dero. Je vais reprendre, hein, voilà. Allez-y, allez-y. Je disais que Laurent Gbagbo peut être sur la liste électorale. Voilà. On ne va pas faire des prophéties, hein, voilà. On peut y mettre des hypothèses. Voilà. Donc moi, je mets l'hypothèse selon laquelle... Ça fait partie du débat. Absolument. Voilà. Alors moi, je veux surtout axer mon intervention sur deux éléments. D'abord, c'est un challenge qu'il a. Et pour moi, le premier test grandeur nature qui permettra de jauger la cote d'Awa Melo, c'est la question des parrainages. Nous sommes aujourd'hui au 23. Il a jusqu'au 25. S'il réussit... Au 3. Nous sommes au 3. Nous sommes au 3. Voilà. Il a jusqu'au... Vous êtes en avance peut-être. Bon, 20 jours, c'est au 3. C'est un lapsus. Il a jusqu'au 25 ou 26. Si en ce laps de temps, il réussit à avoir le parrainage, ce serait quelque chose de méritoire. Ça pourrait quand même remettre en cause tous ceux qui pensaient qu'il était venu en villégiature. On pourrait quand même accorder un peu de crédit. Voilà. Je reviens sur un autre élément. Moi, ce n'est pas la question de l'otage de Gbagbo, c'est son discours. Il s'affiche comme le premier, pas à déclarer, mais à assumer le discours souverainiste et panafricaniste. Discours qualifié de désuet par certains, mais qui a un certain ancrage dans les consciences collectives, dans la sous-région depuis un bon moment. Quand moi je vois son discours, contrairement à Laurent Gbagbo, qui s'est affiché comme, dès les débuts, celui qui veut mettre fin au colonialisme, à l'influence de la politique de la métropole, je pense que Awa Melo l'assume. Et de ça, par sa posture, il dit d'ailleurs l'expérience qu'il a eue au niveau des BRICS, il dit qu'en 2011, ils ont perdu le pouvoir parce qu'ils étaient seuls. Il revient encore dire que cette fois-ci, ils ne sont plus seuls. Ils ont eu à se tisser plusieurs relations au niveau international qui peuvent leur permettre d'équilibrer les choses. Donc pour moi, c'est un élément majeur qui peut jauger dans son ancrage au niveau des populations. Je vais terminer sur ce que j'ai dit ici la fois passée. Le débat sur Awa Melo prendra fin le jour où le Conseil constitutionnel va proclamer le nom des candidats retenus. Je le répète, Awa Melo a été peut-être démis de son poste, mais je ne pense pas qu'il ait été radié du PPACI. Il faut faire la nuance. C'est un congrès. Il est toujours membre du parti. Et je répète, si, tel que Banga l'a prophétisé, Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale et que c'est Awa Melo qui est retenu, je vois mal Laurent Gbagbo et ses amis refuser, c'est pas une prophétie, c'est une hypothèse refusée. Autre élément, aujourd'hui, je pense qu'il y a un communiqué aujourd'hui hier du COJEP de Charles Blé Goudé, dans lequel ils appellent leurs partisans à soutenir tous les candidats de l'opposition qui sont régulièrement inscrits sur la liste électorale définitive en attendant une solution politique de la gestion de leur mentor. Dans sa première déclaration de candidature faite à Jeune Afrique, il a dit qu'il avait du bon rapport avec Mamadou Koulibaly, Simon Nafi. C'est des choses à ne pas minimiser. Je pense qu'au moment opportun, la gauche est capable de réaliser toutes les erreurs commises jusqu'aujourd'hui. Et c'est peut-être de se mettre ensemble pour aller aux élections, puisque toute la gauche aujourd'hui semble unanime que le boycott n'est pas profitable au parti. Ben voilà. Très bien. Sylvain Guédé-Débaï, comment vous analysez-vous cette candidature d'Awa Melo? Tout de suite, je m'en vais vous dire que pour une fois, je suis d'accord avec Arthur Banga. Une fois n'est pas coutume. Une fois n'est pas coutume, voilà ce qu'il a développé. Il faut laisser à Guillaume Bateau sa rhétorique anti-PPACI. Ah bon? Il lui enlève toute objectivité. Parce que nous étions à cette conférence de Don Melo, nous avons vu des visages, y compris le visage de Guillaume Bateau, qui échangeait des poignées de main avec le staff de Don Melo. Voilà. C'est d'ailleurs lui qui avait fait fuiter la lettre de Don Melo, donc il sait de quoi il parle. Ah, vous faites des révélations, oui, oui, bien sûr. Cela dit, c'est dans son journal Liberté que pour la première fois cette lettre a été diffusée. Et cela dit, moi je suis un peu de ceux qui pensaient que Don Melo
avait peut-être pris la bonne option. Mais quand on regarde à l'horizon, quand on regarde le climat préélectoral, je me dis que, mon Dieu, voici quelqu'un que des Ivoiriens vraiment estiment, mais qui va se casser la figure. Parce que, est-ce que nous allons vraiment à une élection présidentielle telle qu'elle se dessine maintenant? Si c'était une bonne élection présidentielle, moi je serais d'accord jusqu'au bout avec Awa Don-Melo. Mais ce qu'il a choisi, la voie qu'il vient de choisir, eh bien, on voit déjà le comment... c'est pas une bonne élection présidentielle? Ben, écoutez, une élection avec, dans laquelle les gros ténors ne sont même pas retenus, une élection dans laquelle toutes les revendications de l'opposition étaient jusque-là rejetées du revers de la main. Le président de la République qui fait une déclaration de candidature sans même faire référence à ces différentes doléances. Le président qui avait garanti une élection paisible alors que les conditions dans lesquelles nous sommes en ce moment ne sont pas les conditions d'une élection paisible. Je me dis que à cette élection-là, celui qui y va, il va se fourvoyer. Et Don-Melo, malheureusement, est dans cette posture-là, est dans cette dynamique. C'est toute cette estime que les gens avaient pour lui, toute cette estime est en train de s'étioler. Parce que ce que j'ai entendu, oui, le discours, il est beau. Don-Melo, c'est quelqu'un qui maîtrise très bien son sujet. Donc, quand il parle, il fait vraiment plaisir à écouter. Mais, voyez-vous, quand il arrive à sa conférence de presse, c'était comme hier, Mamadou Koulibaly, avec toute cette valeur qu'on lui connaissait. Il arrive, il crée un parti, et personne ne bouge au sein de son parti, le FPI. Il n'a que quelques cadres de seconde zone. On a vu à la conférence de Don-Melo, bon, il était là, l'une des hautes personnalités du PPACI, mais à côté, je ne dirais pas des personnalités de seconde zone, mais des gens qui sont moins connus au sein du PPACI. C'est vrai que j'ai pu voir des personnalités indépendantes comme Maître Zokou Seri, qui était à ses côtés, et puis quelques journalistes qui sont aussi à ses côtés. Mais finalement, quand on regarde, je me dis que souvent il faut faire attention. Il faut faire attention. Quand on a fait un compagnonnage avec un monsieur comme Laurent Gbagbo, pendant plus de 30 ans, comme il a dit, on choisit bien ses mots. On choisit bien ses mots. Quand il parle de dérive autoritaire, de qui il parle? De Laurent Gbagbo, ce gars qui est autoritaire, avec qui il a fait toutes ces années. Quand il parle de toutes ces accusations et que des militants ne sont pas formés politiquement, mais ce sont des paroles qu'on ne tient pas. C'est comme si on venait scier la branche sur laquelle on s'était assis, sans penser qu'à un moment donné, cette branche-là peut nous servir, apporter, ou peut nous servir à l'avenir. Voilà, donc moi, je me dis que Don-Melo, c'est un citoyen libre. Maintenant qu'il est déchargé de ses fonctions au sein du PPACI, il peut continuer son chemin, mais qu'il fasse un peu attention à ce qu'il dit, parce que ça va le rattraper demain. Quelle élection pourra-t-il gagner sans l'accompagnement de son parti, sans l'accompagnement des militants du PPS? C'est vrai qu'ils sont libres de leurs décisions, mais tant que Laurent Gbagbo n'a pas donné le OK, il sait très bien que aucun militant du PPACI ne le suivrait dans son aventure. C'est cela qui fait un peu mal. D'accord, très bien. Guillaume, vous avez été interpellé rapidement. Brocardé. Non, je ne dirais pas brocardé. Deux choses. Très élégamment, même s'il y a eu... Deux choses. J'étais à la conférence de presse du docteur Don-Melo en tant que patron de mon média. Mais tu étais content quand même. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je connais le docteur Don-Melo depuis de longues années et il a cité Maître Zokou Seri. Il n'y avait pas que Maître Zokou Seri qui était là. Mon grand frère et ami, l'ambassadeur Abié Zogoué, ancien ambassadeur de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud, qui était là. Et beaucoup de gens qui sont avec Don-Melo, qui sont les plus jeunes, des jeunes frères, des jeunes camarades. Donc, et moi, je n'ai pas de couteau entre les dents contre le PPACI, contrairement à ce qu'il dit. Deuxième chose, peut-être que Bailly n'a pas l'information. Oui, nous avons publié le courrier, la note ou le courrier adressé au président Gbagbo par Dr Don-Melo, mais je veux rappeler que ce courrier avait été publié plusieurs jours avant par Théophile Kouamouo sur son site. Voilà.
Donc, il ne faut pas qu'il laisse penser que, parce que j'ai salué chaleureusement quelques frères à la conférence de presse, c'est moi qui aurais organisé cette fuite. Non, c'est parce qu'il n'a pas l'information. Voilà. D'accord. Ça, c'est deux choses. Précision étant faite. Précision étant faite. Je crois que et le PPACI, et ça va déplaire encore à mon ami Sylvain Debailly, mais c'est la vérité. Et le PPACI et Sylvain se trompent en croyant que la Côte d'Ivoire se trouve à la résidence de Gbagbo à Jacquesville. Mais c'est pas vrai. S'il vous plaît. Oui, parce que lui, il va se griller. Non, la Côte d'Ivoire a évolué. Guillaume Bateau, c'est une analyse. Il a le droit de donner son opinion. Mais c'est une analyse erronée. Aujourd'hui, le président Gbagbo a été notre héros pendant des années. Il s'est battu pour le privatisme. Mais il a gouverné ce pays. Il est allé à la CEP, il est revenu. Mais il a pris de l'âge. La stratégie, je dis, aujourd'hui, tout le monde se rend compte qu'elle est foireuse. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui, de son camp, on a expliqué l'émiettement de son camp aujourd'hui. Et les choses avancent, il perd du terrain. Nous avons 8 millions d'électeurs en Côte d'Ivoire sur la liste présente. Même si mon ami Debailly pense que ce n'est pas une bonne élection présidentielle parce qu'il n'y a pas de ténor. Mais je lui rappelais, je l'ai rappelé ici, sur ce plateau, en octobre 2000, dans l'élection présidentielle qui a vu le président Gbagbo être élu, à son âme, le président Henri Konan Bédié n'était pas sur la liste. Tous les candidats présentés par le PDC avaient été écartés. Donc ça parce que les ténors ne sont pas sur une liste de départ, que ce n'est pas une bonne élection présidentielle. D'accord, très bien. Donc, il faut que nos amis arrêtent de croire que la terre tourne autour de Gbagbo. Non, la terre ne tourne pas autour de Gbagbo. On parle de Don Melo, on ne parle pas du président Gbagbo. Oui, il va se griller, il ne va pas se griller. On vous a compris, Guillaume, vous l'avez dit. Et je termine par là. Où je pense, je dis, nos amis disent, une élection présidentielle, on n'y va pas forcément pour gagner sur le coup. Je dis souvent, pour rigoler avec mes amis, l'élection présidentielle, c'est comme le jour du marché au village. C'est l'occasion où chacun porte son plus bel habit et vient proposer ce qu'il a de plus intéressant en termes de marchandises. C'est ça l'élection présidentielle. C'est le carrefour des idées. C'est le moment où on prend des idées. Et Don Melo, il va avoir ses parrainages parce que quelqu'un l'a rappelé, Charles Blé Goudé a fait un geste magistral en tant que responsable en disant je permets, en entendant que ma situation, je permets à mes militants, contrairement à ceux de parti Arthur, contrairement à ceux qui ont dit donner parrainage exclusif à tel ou tel, il dit vous pouvez parrainer tous les candidats de l'opposition. Et je pense que c'est une opportunité aussi dont va certainement profiter Dr. Don Melo.